alors, je vais vous donner des petits aperçus. Le Muhafadha Samia al-Amazighiya, donc c'est notre tutelle, c'est la présidence de la République. C'est une institution née en 1995. Après le boycott scolaire, je parlais de ça, parce que plus d'1 million d'élèves et d'universitaires sont sortis dans les rues en Kabylie notamment. On veut que c'est légitime. Après l'indépendance, ils ont tous que de l'Algérie, elle avait à l'école. Et à un moment donné, ils ont demandé Tamazight à l'école. Et au lendemain, donc après ce boycott scolaire de presque une année, donc il y a eu une année blanche, les élèves n'ont pas été à l'école et tout, et il y a eu donc la création du HCA. Pourquoi la création d'un haut commissariat à la majorité? C'était pour répondre justement à cette forte demande, à cette revendication qui date en tout cas, une revendication qui avait toute une histoire derrière. Et donc on a créé le HCA, ses missions, sa grande mission c'était la réhabilitation et la promotion de la langue amazigh, donc de Tamazight dans toutes ses dimensions, langue, culture, histoire, etc. Et puis aussi, pour aller de l'avant, l'introduire aussi, une de ses missions, c'est l'introduction aussi de Tamazight dans le système éducatif, le système de communication. Et donc ça c'est comment dire, c'est très précis. Et puis pour la promotion, pour la réhabilitation, c'est, je disais, les segments de l'histoire, de la culture. Et donc depuis 21 ans maintenant que nous existons, que cette institution existe, elle s'attelle, elle s'est toujours attelée et s'attelle toujours à honorer, on va dire, ces missions en matérialisant ou en réalisant, on va dire, des activités à même de la prendre en charge et de la propulser vers l'avant. Donc nous faisons depuis toujours, depuis 21 ans, chaque année, nous avons un cahier de charges et nous avons des activités sur tout au long d'une année. Nous avons des colloques nationaux, internationaux, nous faisons des journées d'études, nous faisons des formations pour des enseignants Tamazight, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il faut savoir qu'il y a effectivement un enseignement de Tamazight qui est effectif depuis 1995 dans quelques wilayas et quelques wilayas du pays, et aussi à l'université. Il a commencé d'abord par l'université dans les années 90. Et donc, je disais aussi qu'on fait de l'édition, nous encourageons tous les auteurs à écrire, que ce soit des romans, ce qu'on appelle nous, pour Tamazight, la néolittérature, parce que nous avons aussi notre littérature traditionnelle. Et donc, il y a des romans, il y a des pièces de théâtre qui sont écrites, il y a des nouvelles, de la poésie, mais aussi nous avons des travaux faits ou commis par des universitaires dans le cadre des consultings sur la recherche en général, sur la langue, sur la linguistique, sur la littérature. Nous faisons aussi, quand nous faisons des formations, nous encourageons les gens à utiliser des outils multimédia, parce que Tamazight a la chance de renaître de ses cendres, à une époque où l'Internet, où les nouvelles technologies sont là, et c'est très bien parce que ça la propulse, parce qu'il faut savoir aussi que si vous allez sur Internet, il y a tout ça. Tamazight est dans des blogs, Tamazight a ses portails web, ses sites web, Tamazight, il y a un clavier, un prototype de clavier de Tamazight qui est proposé pour écrire. Nous avons des codes, c'est-à-dire nous pouvons écrire le Tamazight normalement avec ses lettres aménagées, etc. Il y a des méthodes d'enseignement, c'est-à-dire audiovisuelles, qui a été, par exemple, je cite la méthode qu'on appelle Tizi Ouzou, qui est surtout intéressante pour les arabophones notamment. Il y a un projet de lancement d'une classe virtuelle avec Easy Education. C'était quelqu'un qui a une boîte de communication, qui est un Constantinois, qui travaille avec les Américains, qui propose de faire un apprentissage en ligne pour Tamazight. C'est ton projet. Donc, elle est déjà dans les nouvelles technologies, mais on en veut plus. Mais ce que j'aimerais, donc, avec les missions du HCA, nous travaillons donc automatiquement avec d'autres, nous impliquons d'autres secteurs, le ministère de la Culture, de la Communication, des Moudjahidines, des affaires religieuses, les universités en
première ligne, la communication. Voilà, c'est un peu tout ça. Nous avons toujours des conventions cadres avec eux et nous travaillons avec tout ce beau monde. Parce que Tamazight, c'est une affaire d'État aujourd'hui, n'est pas seulement l'affaire de quelques individus ou du HCA seul, parce que nous voudrions que tous les Algériens soient concernés par cette langue. C'est une richesse, c'est une diversité culturelle que nous ne devons pas mettre de côté. Au contraire, ça nous aide. Et c'est la culture de la paix, la culture de la cohésion et du vivre ensemble. Maintenant, j'aimerais un peu faire un plaidoyer pour la langue amazigh, mais avant de vous parler de l'enseignement, de ce qui existe ou du chemin parcouru, j'aimerais que vous sachiez que même dans le contexte international, en 2000, à partir de 2000 déjà, et 2001, déjà l'UNESCO a instauré une journée internationale consacrée, donc c'est la journée internationale des langues maternelles. C'est le 21 février de chaque année, depuis maintenant 2001. Donc, à l'origine, il y a eu un grand incident où des Bengalis ont été tués au Pakistan parce qu'ils sont sortis revendiquer que le Bengali, pas seulement le Pakistanais, soit enseigné, soit voilà, officialisé, etc. Ils ont été tués. À partir de là, déjà l'UNESCO a compris qu'il pouvait y avoir des conflits si on ne reconnaissait pas les langues qu'on dit qui sont appelées minoritaires, parce qu'il y a la loi du nombre aussi, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, Alors il faut savoir déjà remonter un petit peu pour vous donner un aperçu. Il y a à peu près 6000, l'UNESCO en tout cas a recensé 6000 langues dans le monde. Qui sont, vous savez, une langue qui est parlée par 10 personnes, c'est une langue. Pour un linguiste, il n'y a pas une super langue et une langue plus basse. Pour un linguiste, ça n'existe pas, toutes les langues se valent. Après, c'est d'autres paramètres qui entrent en jeu pour dire que c'est une langue et qu'on délaisse les autres. C'est-à-dire on cherche une super langue, une langue parfaite, au détriment de beaucoup d'autres langues. Alors, donc sur les 6000 langues, il faut savoir que 3000 sont menacées déjà de disparition ce 21e siècle. Vers 2100, ça va dire 3000 déjà, la moitié de ces 6000 langues sont menacées de disparition. Et donc, quand une langue disparaît, c'est tout un patrimoine qui part avec. C'est tout un savoir-faire, c'est toute une vision du monde, c'est toute une culture. Parce qu'une langue n'est pas seulement un enchaînement de mots. C'est une langue d'abord de communication, c'est le génie humain, c'est l'être humain d'abord qui l'a créé, c'est un moyen de communication, c'est un patrimoine mondial, c'est un patrimoine de l'humanité, on n'a pas le droit de le délaisser. Nous avons tous le devoir de le porter en avant, de le faire connaître, d'apprendre. Plus on est multilingue, mieux on est, mieux on comprend les autres, mieux on peut vivre avec les autres en paix. Et plus on se ghettoise ou on croit que notre langue elle est meilleure que les autres, et ben que nenni, on fait rien. Et déjà on se ghettoise même dans notre culture, on s'amoindrit, on reste là dans notre petite culture et puis c'est tout. D'autant plus qu'on vit dans un pays, maintenant on parle de village planétaire, on doit quand même être en mesure de savoir un peu ce qui se passe dans les autres cultures, nourrir l'interculturel pour vivre, j'espère, en paix en tout cas. Et donc je disais que c'était le fait aussi, pourquoi toutes ces langues disparaissent, parce que sinon, avant les colonisations, tout le monde vivait en paix en fait, tout le monde parlait sa langue. Après, il y a eu les colonisations qui ont commencé déjà à mettre de côté les langues minoritaires ou minorées. Ensuite, il y a l'idéologie du le jacobinisme d'État. Un État-nation égale une langue, ça c'est dans le monde entier. Ensuite, maintenant, c'est la globalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des langues de la technologie, des langues de la promotion sociale, et c'est normal, parce que tant qu'une langue n'est pas un gagne-pain, aussi, comme dirait M. Luna aussi, les langues du cœur et les langues du pain. Donc, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il faut que la langue puisse nous nourrir aussi, que nous puissions travailler avec. Et puis, donc, heureusement qu'aujourd'hui, toutes ces idées-là, on a des représentations différentes quand même. Ces idées-là commencent à tomber, les gens commencent à savoir que toutes les langues se valent, que les êtres humains sont égaux. Donc, il faut sauvegarder ces langues, parce que je disais tout à l'heure, c'est un patrimoine en même temps qui disparaît. Et nous n'avons pas le droit de laisser ces patrimoines-là donc disparaître. Je disais, il n'y a pas que ça. L'UNESCO aussi commande à des universités du monde entier de faire des études sur l'apport
des langues maternelles, notamment dans la scolarisation. Et il y a énormément d'études et l'évaluation de ces études-là concourt toutes, mais alors toutes, c'est sans appel, comme on dit, l'apprentissage le plus efficace est celui qui est fait en premier dans la langue maternelle. Parce que, déjà psychologiquement parlant, d'abord, c'est une affaire de dignité humaine. Il faut être fier de sa langue maternelle, c'est notre dignité, pour commencer. Ça, c'est un béaba. Ensuite, nous avons le psychologique de l'être humain. L'être humain, déjà, c'est-à-dire les sons de la langue maternelle avec laquelle sa maman ou l'entourage lui parle, sont déjà, c'est les signes qui sont compris en premier et qui marchent dans sa tête. C'est prouvé scientifiquement. En Grande-Bretagne, ils ont fait des études sur le cerveau. Pourquoi nous ne pouvons pas oublier notre langue maternelle? Pourquoi ils ont trouvé que c'est marqué, c'est comme des stigmates dans le cerveau du tout petit bébé. Donc ça c'est psychologiquement, sociologiquement parlant, c'est-à-dire qu'on sait à quelle sphère culturelle on appartient, quand on sait de qui on est, d'où on vient, déjà on sait où l'on va. Je vais vous dire pourquoi on sait où l'on va, mais aussi parce que quand on sait à quelle sphère culturelle on appartient, on en respecte les codes socio-culturels. On ne va pas être marginalisé, on va marcher comme tout. On est un peu sur des accords tacites, sur des codes socio-culturels qu'on partage tous, qu'on connaît tous. Et donc on ne sort pas, on ne va pas être marginalisé. Alors pour cette histoire de si nous savons d'où nous venons, nous savons où partir, parce que c'est une histoire de racines et d'ailes. C'est comme une plante. Si elle n'a pas de racines, elle meurt. Mais si on ne la nourrit pas, elle ne donne pas de fleurs. Donc quand on est bien enraciné, on peut fleurir et on a peur de rien. On a nos racines, on a nos pieds dans nos pampes et on peut aller loin. Donc c'est ça aussi. Mais M. Asdin, le ministre de la Culture, a dit quelque chose. L'histoire, c'est pas le passé. C'est-à-dire, le madi, en quoi ça va nous servir? Quand on dit on sait où est-ce qu'on va. Quand on connaît notre passé, le passé de nos ancêtres, on bénéficie des leçons anciennes. Si elles n'étaient pas bonnes, ce qui n'était pas bien, on ne prend pas. Ce qui est bien, on le prend et on avance. On ne va pas refaire les mêmes erreurs. C'est à ça que sert le passé. C'est pas pour le revivre ou le prolonger dans notre façon de vivre ou de reprendre tous les moules. Non, c'est pas ça. Donc, ça nous évite de refaire les mêmes erreurs et d'aller de l'avant. En gros, c'est ça. Maintenant, pour le parcours de Tamazight, je disais tout à l'heure que le HTA, une de ses missions, c'était d'introduire Tamazight à l'école, mais aussi dans le système de communication. Donc, je commencerai par le système de communication. Vous savez qu'à partir de 1996, nous avons eu en Tamazight le premier journal télévisé, c'est en 1996. Il y a des journaux, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Il y avait des journaux un peu privés qui écrivaient en Tamazight. Malheureusement, il faut avoir de l'argent pour faire marcher tout ça. C'est une grosse machine. Nous attendons toujours une prise en charge de l'État pour un journal comme le Moudjahid ou comme Cham en entier par l'État. Nous attendons toujours ça, mais il y a des radios locales, donc Nateqa, comme on dit, Nateqa bil Amazighiya, c'est des programmes moitié-moitié ou à un pourcentage, ça dépend. Nous avons notre chaîne 2 qui est nationale. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font quand même. L'APS, il n'y a pas longtemps, ça fait plus d'une année, donc nous avons un fil APS en Tamazight aussi. Nous avons une petite équipe de journalistes qui travaillent avec l'APS, qui travaillent chez l'APS, on va dire, voilà, et qui font donc, qui rendent compte de l'actualité en Tamazight aussi. C'est aussi sur Internet, d'ailleurs, il n'y a pas que la version papier, c'est une version papier, c'est surtout en ligne. Je passe à l'enseignement de Tamazight, ce qui a fait quand même beaucoup de chemin. Alors après, parce que la revendication amazigh quand même est passée par des périodes charnières, on va dire. Et donc après l'indépendance, on ne va pas parler de la période coloniale. Avant, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas... Enfin, tout le monde, en tout cas, Tamazight était vécu socialement, quotidiennement. Il n'y avait aucun, comment vous dire, c'était pas confiné entre des individus ou seulement dans une famille, mais
ça se pratiquait, ça se vivait socialement le plus normalement du monde. Après l'indépendance, donc j'avais commencé par dire ça, que c'était légitime qu'une des langues du pays soit à l'école. Bon, ce n'était pas le cas pendant des années. Alhamdoulilah, aujourd'hui, 40 ans en arrière, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a quand même parcouru beaucoup de chemin. Mais il serait intéressant que les gens peut-être sachent, connaissent un petit peu ces périodes charnières qui ont apporté de l'eau au moulin de Tamazirt. Donc il y avait d'abord cette revendication avec le mouvement culturel berbère, donc avec le mouvement très connu mondialement en 1980, les gens sont sortis, Tamazirt, avant celle du boycott scolaire déjà, donc reconnaissance de Tamazirt, de la dimension, donc Amazir, langue, culture, histoire, etc., civilisation. Et puis à partir d'ouverture démocratique, il y a eu le mouvement associatif qui a pris sur lui, qui a fait cette relève de prendre Tamazirt en charge, mais entre-temps, c'est-à-dire entre 80 et 88, nous connaissons tous un grand homme, Mouloud Mamri, qui a déjà enseigné un petit peu Tamazirt à la faculté d'Alger, de 63 jusqu'à 73. Jusqu'à 73, et puis on a arrêté, l'idéologie a commencé à frapper. Donc ils ont arrêté ça, mais il a eu ses disciples, des universitaires, qui ont continué à chercher, à faire de la recherche sur Tamazirt, sur son vocabulaire, sur ce qui est Tamazirt, l'histoire, etc. Et donc ça a marché comme ça, d'où ce mouvement berbère. Ensuite, le mouvement associatif qui a pris en charge cette dimension-là. Et puis en 90, donc après l'ouverture démocratique, on a eu 2 départements de langue et culture amazigh qui ont ouvert à Tizi Ouzou en 90, en 91 à Béjaïa. C'était les premiers